Que se passe-t-il avec la politique étrangère des États-Unis en Asie de l'Ouest, près de l'Iran et du Moyen-Orient? Quelle est votre évaluation, à l'heure actuelle, de l'escalade et du renforcement des forces militaires autour de l'Iran, ainsi que de cette rhétorique actuelle, où d'un côté il y a des négociations, et de l'autre, on parle d'une possible attaque à tout moment? Quelle est votre évaluation? Oui, j'étais vraiment inquiet la semaine dernière. Je pensais qu'une attaque était imminente. Mais maintenant, je fais partie de ceux qui pensent que cela ne va pas arriver, pour plusieurs raisons. Alors, commençons par la soi-disant Armada. Il y a un groupe aéronaval qui navigue dans la mer d'Arabie, mais il reste à environ 1000 milles des côtes. Maintenant, s'ils veulent attaquer l'Iran, avec quoi vont-ils le faire? Des missiles de croisière Tomahawk. Devine quelle est la portée d'un missile de croisière? Environ 1000 milles. Ils pourraient peut-être l'étendre un peu s'ils n'ont pas une grosse ogive, peut-être atteindre 1500. Donc, tout à coup, le but apparent est « Oh, il faut détruire tous les sites de missiles balistiques de l'Iran. » Mais depuis cette distance en mer, ils ne peuvent même pas atteindre un tiers du chemin jusqu'à Téhéran. Voilà le premier problème. Ensuite, il y a la question de savoir pourquoi ils restent à 1000 milles des côtes. Eh bien, parce que j'ai eu une dispute avec un ami à moi. C'est un commandant des Navy SEALs. C'est lui qui a mis en place la base flottante dans le golfe Persique en 1987, pendant les opérations d'escorte des pétroliers et le conflit Iran-Irak. Tout cet épisode-là. J'ai donc récemment écrit un article dans lequel j'exposais toutes les raisons pour lesquelles je pensais que les navires allaient, enfin, les problèmes auxquels ils allaient être confrontés. Et il m'a dit « Oh, tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que ces missiles ne peuvent pas atteindre les navires. » Je lui ai répondu « Mec, je ne parle pas des missiles. Mais, premièrement, reconnaissons que l'Iran dispose de certains missiles manœuvrables. Tu as raison de dire que si un porte-avions avance à 30 nœuds et qu'on lui tire un missile conventionnel, il peut être difficile de toucher le navire. Mais l'Iran possède aussi des drones. En fait, selon des sources ouvertes, il en a au moins 4 ou 5 modèles capables de parcourir plus de 1000 kilomètres. Ils ont donc des drones qui peuvent réellement atteindre des cibles très éloignées. Et les drones sont manœuvrables. Ils ne sont pas statiques. Quand on commence à détailler la manière dont l'Iran pourrait attaquer, eh bien, si je conseillais les Iraniens, je m'assurerais que chaque navire d'une flottille américaine soit touché par au moins une centaine de drones. Ils devraient les repousser, car ces destroyers et croiseurs lance-missiles disposent de ce qu'on appelle des cellules de système de lancement vertical. Imaginez cela comme ma tasse de café. On la pose sur le pont du navire, puis on y charge des missiles. Ce sont les missiles de défense aérienne. Eh bien, on les tire, et ce n'est pas simplement une question de dire « D'accord, allez, apportez-moi un autre, on recharge. » Oh non, un génie, il y a des années, a décidé « Mettons en place un système où le navire doit retourner au port et où il faut une grue spéciale pour les recharger. » En d'autres termes, si ces navires se retrouvent dans une situation critique, ils ne transportent qu'environ 50 à 100 de ces missiles, et ils en tirent 2 ou 3 contre chaque cible entrante. Donc, faites le calcul. Disons qu'ils ont 100 missiles. Si l'Iran lance 75 drones contre un seul navire, il va lui manquer environ 30 missiles de défense aérienne. Autrement dit, s'il y avait une véritable confrontation, elle ne durerait pas longtemps. Normalement, ils iraient jusqu'au port de Bahreïn pour se rééquiper, mais l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz, donc ça ne va pas très bien fonctionner. Ils doivent donc naviguer jusqu'à Diego Garcia. De la côte iranienne à Diego Garcia, c'est environ un voyage de 3 jours.
Donc tu vois, je pense qu'ils n'ont vraiment commencé à réfléchir sérieusement à tout ça qu'une fois plongés dans les détails, en examinant ceci et cela, et ils se sont dit, tiens, on va avoir une puissance assez limitée. Et puis quand ils s'en sont rendus compte, je pense qu'ils ont finalement obtenu des données satellites. Je suppose un peu, mais je suis assez sûr que c'est le cas. Ensuite, ils ont obtenu leurs images satellites et ont vu les différents systèmes de défense aérienne que l'Iran possède désormais, des systèmes qu'ils n'avaient pas le 13 juin 2025. Ajoutez au fait que les Chinois, et ils le publient en source ouverte, que leurs satellites disent « Hey, regardez où se trouvent tous ces systèmes de défense aérienne américains. Ce sont des cibles faciles parce qu'ils ne bougent pas, ils sont fixes et l'Iran peut les détruire. » Et je pense que cela, combiné au fait que l'Iran a été très clair, je ne crois pas que c'était du bluff, ils ont dit « Écoutez, nous n'allons pas vous laisser nous infliger une frappe symbolique. Si vous faites cela, nous détruirons toutes vos bases et nous éliminerons Israël au passage. Et nous ne nous arrêterons pas tant que votre menace ne sera pas éliminée. » Maintenant, je pense qu'ils l'ont fait pour plusieurs raisons. Premièrement, pour mettre les pays du Golfe Persique en garde. Et si vous continuez à jouer le jeu des Américains, vous allez en payer le prix, parce que nous n'allons pas rester là à encaisser seuls les coups. Deuxièmement, pour terrifier les Chinois, les Malaisiens et les Indonésiens, tous les pays asiatiques qui dépendent du pétrole du Golfe Persique, en leur faisant comprendre que si nous n'intervenons pas et ne faisons rien, la situation pourrait vraiment devenir très moche. Excusez-moi. Si l'on met tout cela ensemble, les États-Unis montrent leurs muscles, mais ils ne sont pas encore en position de réellement lancer et mener une attaque. Et s'ils le faisaient, les conséquences pour les États-Unis, eh bien, il est assez approprié qu'ils appellent cela une armada. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à l'armada espagnole? Alors, nous avons ici un professeur de littérature. Pour matter news visit sujet. Professeur Marandi, je pense que les points soulevés par Larry sont importants, car une partie de l'argumentation concerne la manière dont l'Iran réagirait face aux États-Unis. Mais il ne s'agit pas uniquement des États-Unis. Il s'agit de la région, de la sécurité de la région. Quelles sont les principales préoccupations du côté iranien? Larry a tout à fait raison. Le problème pour les Iraniens, c'est qu'ils doivent s'assurer que ce chapitre de confrontation prenne fin. Ainsi, les Américains, au départ Trump, voulaient, d'après ce que j'ai compris, mener une sorte de frappe symbolique. Et soit l'Iran répondrait de la même manière, soit l'Iran l'accepterait. Mais les Iraniens ont dit non. Si vous attaquez, c'est la guerre totale. Et la raison est double. Premièrement, parce que c'est une agression, un acte de guerre. Mais deuxièmement, l'Iran affirme que même une frappe limitée signifierait que les États-Unis, dans 3 ou 6 mois, pourraient trouver un prétexte pour recommencer à armer des mercenaires à l'intérieur de l'Iran et provoquer un acte terroriste. Et ensuite, les médias occidentaux, les groupes de réflexion et les commentateurs passeraient à la télévision pour dire qu'ils assassinent des manifestants pacifiques. Puis encore une fois, ils viendraient menacer l'Iran, et nous aurions la même situation qui se répéterait. Cette menace constante empêcherait l'Iran de fonctionner normalement. Cette fois-ci, cependant, les Iraniens disent que trop, c'est trop. Et Larry a tout à fait raison. Les capacités iraniennes en matière de missiles contre les Israéliens sont, à mon avis, très impressionnantes. Je pense que tout le monde a été impressionné. Mais en réalité, les véritables capacités de l'Iran ne sont pas dirigées contre Israël. C'est en quelque sorte un spectacle secondaire. Iran has powerful capabilities to hit Israel.
L'Iran dispose de puissantes capacités pour frapper durement Israël, le régime. Mais l'Iran se prépare à une guerre avec les États-Unis depuis 2 décennies et demie. Depuis le 11 septembre, pendant le moment unipolaire où les États-Unis ont encerclé l'Iran, pris l'Afghanistan, pris l'Irak, établi une base en Asie centrale, les Iraniens ont eu le sentiment qu'une attaque américaine était presque inévitable. Ils ont donc commencé à se préparer avec des bases souterraines et d'autres installations de ce type. De petits hors-bords, de petits sous-marins, des torpilles, des bases souterraines abritant des centaines de milliers de drones et de missiles qui ne sont pas à longue portée, car ils n'ont pas besoin de l'être. Ils peuvent détruire n'importe quoi dans le golfe Persique, et de l'autre côté, sans utiliser de missiles à longue portée, car ce n'est pas comme la Palestine ou Tel Aviv, c'est très proche. Ainsi, ils disposent de tous ces missiles et drones facilement manœuvrables qui peuvent être tirés n'importe où. Et bien sûr, l'Iran possède aussi des missiles surface-mer. Beaucoup d'entre eux ont été déployés le long de la côte du golfe Persique au cours des dernières semaines pour envoyer un message aux Américains. Non seulement ils frapperont les bases américaines et attaqueront leurs navires, mais toutes les installations pétrolières et gazières, les pétroliers, tout le reste, seraient détruits. L'argument avancé par les Iraniens est que tous ces petits pays de la région du golfe Persique abritent des bases américaines et sont donc complices. Et au moment où nous parlons, ces bases sont utilisées. Je pense que Larry faisait référence à un article paru dans les médias chinois que j'ai également partagé sur Twitter, où ils utilisaient des images satellites, évidemment issues de sources chinoises, montrant comment, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn et ailleurs, les États-Unis déployaient des systèmes antiaériens. Ainsi, tous ces pays coopèrent avec les États-Unis. Ils peuvent prétendre être neutres et ne pas être impliqués, mais les Iraniens ne l'accepteront pas. Donc, s'il y a un conflit, la véritable capacité iranienne est en réalité dirigée contre les États-Unis. La puissance de feu de l'Iran est bien supérieure à ce que nous avons vu contre Israël, même si à l'époque, l'Iran n'était pas préparé. Vous savez, il y a eu une attaque éclair. Aujourd'hui, l'Iran est bien mieux préparé. Je pense que cela ferait s'effondrer l'économie mondiale, et Trump en est conscient. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de guerre, parce que c'est Trump. S'il s'agissait d'un gouvernement normal, je dirais que les chances de guerre seraient nulles. Mais Trump est quelqu'un d'imprévisible, et il est entouré de partisans d'Israël avant tout. Et vous savez, certaines personnes diraient que les dossiers Epstein pourraient avoir un impact. Je ne sais pas. Mais il pourrait. Certains disent que cela crée une plus grande incitation à une frappe. Pour le moment, j'ai le sentiment que ce que dit Larry est exact. À l'heure actuelle, le gouvernement américain ne veut pas s'engager dans un conflit militaire. Mais l'Iran, les forces armées iraniennes, en ce moment même, elles sont en état d'alerte maximale. Et comme Larry l'a également dit, ces navires, comme nous l'avons vu au Yémen, ont une capacité d'autodéfense très limitée. Exactement. Et ce que feraient les forces armées yéménites et Ansarullah, que les États-Unis et les gouvernements occidentaux aiment appeler les Houthis, et que les médias occidentaux appellent aussi les Houthis, ce serait de tirer des drones et des missiles sur ces navires. Et ensuite, les navires devraient constamment tirer avec des systèmes de défense anti-missiles et anti-drones très coûteux. Une fois ces systèmes épuisés, ils devraient se retirer, ce qui est très onéreux. Encore une fois, cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de conflit militaire. Mais j'aimerais ajouter une chose ici, parce que parfois je reçois des retours de certaines personnes. C'est que j'ai tweeté, et dans mes interviews, j'ai affirmé que le Qatar serait détruit et que le régime s'effondrerait, ainsi que les Émirats et d'autres encore.
Mais cela ne veut pas dire que je souhaite que cela arrive. Cela ne veut pas dire que le gouvernement iranien souhaite que cela arrive. Les Iraniens préviennent, et moi aussi je préviens ces gens, qu'il est dans leur intérêt, ainsi que dans celui du gouvernement américain, de ne pas s'engager sur cette voie, car voici ce qui se passera. Ce que l'Iran veut, c'est la paix. L'Iran veut exporter, importer, faire des affaires, commercer. Mais l'Iran ne permettra pas que des gouvernements de la région du Golfe Persique ou du Caucase, comme Aliyev, complotent contre lui tout en prétendant être des amis, pendant que l'Iran en subit les conséquences et pas eux. Cette fois-ci, l'Iran ne tolérera rien. Ce sera une lutte pour la survie, une guerre existentielle. L'Iran ne retiendra pas ses coups, il ira jusqu'au bout. Et comme je l'ai dit, il s'y prépare depuis 2 décennies et demie. La force de l'Iran réside dans ses drones et ses missiles. Et il en a une quantité infinie. Je veux dire, on parle de 2000, mais en réalité, ils en ont des dizaines de milliers capables de frapper Israël. Et ils disposent de centaines de milliers de drones et de missiles capables de tout détruire dans le Golfe Persique. Ils se préparent depuis des décennies. Et puis, il faut ajouter le facteur du Yémen, du Hezbollah, mais aussi de l'Irak. Il faut garder à l'esprit que lors des récentes élections en Irak, où la participation a été importante, les alliés de l'Iran ont remporté la victoire. Et des groupes irakiens affirment que s'il y a une guerre contre l'Iran, ils combattront. Il y a seulement quelques nuits ou quelques jours, nous avons vu des images d'une ville souterraine de missiles en Irak. Et il est clair qu'ils possèdent de nombreuses villes de ce type également. C'est donc un nouveau volet d'une guerre régionale, car le dirigeant, l'ayatollah Khamenei, a déclaré que cette fois, s'il y a une guerre entre l'Iran et les États-Unis, ce sera une guerre régionale. Imaginez donc le Yémen, avec une très grande population qui se prépare à la guerre. Vous avez l'Irak, qui compte une population immense, quelque chose comme, je crois, 45 ou 47 millions de personnes. Ce n'est pas l'Irak d'il y a 3 ou 4 décennies, celui qui a été brisé lorsque les États-Unis l'ont envahi. C'est un Irak dont les forces armées sont composées d'hommes qui ont combattu Daesh, qui ont des alliés à Téhéran et qui se préparent depuis longtemps à une guerre régionale. Ils peuvent aller prendre le Koweït. Ils peuvent entrer en Arabie Saoudite. Ils peuvent détruire les bases américaines en Irak. Ils peuvent détruire les bases américaines en Syrie. Ils peuvent tirer eux-mêmes des missiles sur le régime israélien. Ils peuvent lancer des drones. Ainsi, l'équilibre a changé dans toute la région. Encore une fois, cela ne signifie pas que l'Iran cherche la guerre. L'Iran veut la paix dans la région du Golfe Persique. Pour que la région du Golfe Persique prospère. L'Iran veut la paix. Les pays du Golfe Persique reconnaîtront que leur véritable adversaire est Israël. L'Iran aimerait que les États-Unis reconnaissent que leur véritable adversaire est le sionisme. Mais si les choses évoluent dans la mauvaise direction, les Iraniens se sont préparés, comme je l'ai dit, ils se préparent depuis 2 décennies et demie à ce moment. Ce sera dévastateur pour tout le monde. La guerre est horrible. Mais c'est un peu comme pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Quand j'étais à l'école et que nous lisions, même en tant qu'écoliers, à propos de la dissuasion mutuelle assurée, ou MAD, MAD. Ce que l'Iran peut faire aux exportations de pétrole et de gaz de toute la région de l'Asie de l'Ouest et du Caucase détruira l'économie mondiale. Certains amis américains m'ont demandé, et le fait que les États-Unis soient autosuffisants en pétrole, cela ne changera rien. Ces compagnies pétrolières pourront peut-être gagner beaucoup d'argent pendant quelques semaines, mais les usines, les consommateurs, les entreprises verront leurs coûts exploser, et cela fera chuter l'économie américaine.
Ensuite, les prix du pétrole s'effondreront eux aussi. Car lorsque l'économie s'effondre, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs, la consommation de pétrole s'effondre également. Quand l'économie mondiale s'écroule, une situation se crée qui nous affecte tous, où que nous soyons sur cette planète. Et alors imaginez les dizaines de millions de personnes qui se mettront en mouvement, probablement en direction des endroits vers lesquels elles se sont traditionnellement déplacées. L'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, même si leur situation y serait tout aussi mauvaise qu'ailleurs. Mais c'est ainsi que les choses se sont toujours passées. Je pense donc que ce serait une situation très dystopique. Les conséquences d'un conflit entre l'Iran et les États-Unis dans la région du Golfe Persique seraient, à mon avis, bien plus graves que ce que nous voyons en Ukraine. À moins, bien sûr, que la guerre en Ukraine ne devienne incontrôlable, ce dont Larry, d'autres, toi et moi avons déjà discuté par le passé. Ce qui pourrait potentiellement se produire et ce que nous redoutions pendant l'administration Biden. Mais en l'état actuel des choses, un conflit entre l'Iran et les États-Unis aurait des conséquences bien plus dramatiques et douloureuses pour le monde entier que la guerre en Ukraine. Oui, permettez-moi simplement de revenir sur quelques points que le professeur a soulevés. C'est à la fois un commentaire et une question. D'après ce que je comprends, la population chiite en Arabie Saoudite et aux Émirats, et je crois aussi au Qatar, constitue en réalité la majorité, et elle est gouvernée par des sunnites. Au sein de l'islam, il existe une différence entre sunnites et chiites, et les chiites ont toujours été un peu considérés comme des marginaux. Est-ce exact dans le Golfe Berks? Is that correct within the Persian Gulf? Au Qatar, eh bien, il y a deux choses. D'abord, je pense qu'après Gaza, ces divisions qui ont été encouragées et promues par le Qatar et par les régimes riches en pétrole et en gaz de la région du Golfe Persique depuis la Révolution, la raison pour laquelle nous avons eu cette fracture chiite-sunnite vient essentiellement de la Révolution. Ces dictatures familiales arabes voulaient contenir la Révolution parce qu'elles cherchaient à préserver leur pouvoir. Elles ont donc commencé à soutenir le wahhabisme et le salafisme en particulier. Ces deux idéologies, le salafisme et le wahhabisme, n'étaient pas répandues avant les années 1970 dans le monde islamique. Mais l'argent du pétrole, puis celui du gaz, ont beaucoup contribué à provoquer un changement, car ils construisaient des mosquées et des centres et disposaient de milliards et de milliards de dollars. Beaucoup de gens ont été sur leur liste de paie. Ils ont créé Daesh, ils ont créé Al-Qaïda, bien sûr, avec le consentement des États-Unis et dans le cadre de l'OTAN et de la politique américaine. La Turquie sous Erdogan, le Qatar, les autres, ils ont tous travaillé et collaboré avec les États-Unis. Mais je pense que depuis environ 2 ans, il est devenu très clair que l'état d'esprit change. De plus, la question arabo-persane, c'est quelque chose qu'ils ont cherché à exploiter dans les années 1980, lorsque Saddam Hussein a envahi l'Iran. Après que l'Iran a aidé l'Irak contre Daesh, la relation entre les deux pays a évolué de manière spectaculaire. On peut le constater quand on va en Irak, car avant Daesh, lorsque j'y allais, il y avait toujours de la tension, beaucoup de tension. Mais après Daesh, l'atmosphère a changé radicalement. Je ne dis pas que les relations entre les gens sont devenues utopiques, mais elles sont très amicales. Il y a beaucoup d'Iraniens et d'Irakiens mariés entre eux. Il y a des mariages mixtes et ce genre de choses. Ainsi, soudainement, les relations arabo-persanes ou arabo-non-arabes, car l'Iran est composé de nombreux groupes, je veux dire Marandi signifie originaire de Marand, qui est une ville azérie. Les relations entre Iraniens et Arabes évoluent.
Et c'est la même chose pour les relations chiites-sunnites. Beaucoup de gens commencent à voir à travers cette division artificielle, et de nombreux sunnites à travers le monde islamique se rangent désormais aux côtés de l'Iran. Right. Et cela concerne en réalité les chrétiens. Cela concerne les Juifs. Je veux dire, même au cours des dernières semaines, nous avons vu cette vaste campagne de propagande contre l'Iran. Et les personnes qui défendaient l'Iran n'étaient pas des Iraniens, parce que l'Iran n'avait pas d'Internet. Donc toutes les personnes qui défendaient l'Iran étaient des sunnites, des chrétiens, des Juifs, des amis communs à nous, et des gens que nous ne connaissons même pas. L'état d'esprit a donc changé. Mais dans ces pays, la majorité au Qatar, eh bien, la religion officielle de l'État est le wahhabisme, car la mosquée centrale là-bas est la mosquée Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar sont des pays à majorité sunnite. Bahreïn est chiite. Le Koweït compte une importante minorité chiite. Mais le fait est que les populations de toute la région et au-delà, j'ai des amis aux Émirats qui, lorsqu'ils quittent le pays, me disent que même les Émiratis sont très mécontents de ce que l'État fait avec Israël. Donc la situation actuelle n'est plus celle d'il y a 4 ou 5 ans, quand Al Jazeera, Al Arabiya, Sky News Arabique et toute cette immense campagne médiatique divisaient la région dans l'intérêt des États-Unis également. Je pense donc que s'il y a une guerre, aucun de ces régimes ne tiendra. Tout d'abord, le Qatar compte, 350 000 habitants. Et les travailleurs étrangers, les serviteurs sous contrat, une sorte d'esclaves, ils se comptent par millions. C'est la même chose aux Émirats, peut-être 1 million d'Émiratis, et je ne sais pas, 8 ou 9 millions de travailleurs et de serviteurs sous contrat. Cela ne va pas bien se terminer pour ces régimes. Il en va de même pour Bahreïn et il en va de même pour la République d'Azerbaïdjan. Les populations là-bas ne sont pas satisfaites de cette alliance avec le régime israélien. Le rôle qu'Aliyev a joué pendant la guerre de 12 jours n'est pas quelque chose que les Iraniens vont oublier. Et dans la République d'Azerbaïdjan, nombreux sont ceux qui sont très proches de l'Iran. Encore une fois, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre. Et je ne veux pas être mal compris. L'Iran ne cherche pas la guerre. J'ai combattu pendant la guerre. J'y ai perdu des amis. J'ai été blessé à plusieurs reprises. J'ai été touché par balles. J'ai une blessure due à un éclat d'obus. J'ai survécu à 2 attaques chimiques. Je n'aime pas la guerre. J'ai vu la guerre au Liban, en Syrie et en Irak également. Mais le fait est que les États-Unis sont confrontés à une situation qu'ils ne pourront pas contrôler. Et les États-Unis ne sont plus ceux des années 1990, lorsqu'ils étaient l'hyperpuissance et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Cela n'existe plus. Regardez les marchés en ce moment, à quel point ils sont instables. Regardez la situation intérieure aux États-Unis. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour Trump. Ainsi, l'espoir, du moins à Téhéran, est qu'en étant très clair sur ce qu'il fera, cela aidera les personnes plus raisonnables à prendre le dessus dans le débat à Washington. Parce que les partisans d'Israël, évidemment, leur priorité n'est pas les États-Unis, leur priorité, ce sont les intérêts israéliens. Mais l'Iran devra suivre cette voie. Et le dirigeant l'a dit dans son discours d'hier. Il a été très explicite. Il a dit aux États-Unis que s'il y a une guerre, elle ne sera pas entre vous et nous, ce sera une guerre régionale. Oui, eh bien, vous savez l'autre dimension ici, et vous l'avez évoqué, et je sais qu'Alistair Cook et moi avons récemment insisté sur ce point dans nos écrits, c'est que tout cela concerne réellement la fin de l'hégémonie économique des États-Unis. En d'autres termes, au cours des 3 dernières semaines, nous avons assisté à une volatilité extraordinaire sur les marchés de l'or et de l'argent, en particulier celui de l'argent. Et ce qui se passe ici, c'est une bataille entre le papier, les gens qui vendent des actions,
Et vous pouvez parier que le prix de l'argent va monter ou parier qu'il va baisser. Mais au final, tout se résume à votre capacité réelle. Pouvez-vous livrer l'argent? Or, la Chine est le plus grand producteur d'argent au monde et possède également la plus forte demande mondiale pour ce métal, pour l'industrie, les batteries, les véhicules électriques, etc. Donc, ils en achètent massivement. Et ce qui se passe sur le marché international n'a tout simplement aucun sens, car le prix de l'argent est tombé, disons, à $80 aux États-Unis, tandis qu'à Shanghai, on achetait et vendait l'argent autour de $120. Ça fait un écart de 40, et c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Quelqu'un pourrait aller à New York, acheter l'argent, l'emmener en Chine, le vendre là-bas et réaliser, vous savez, un bénéfice de $40 par once. Multipliez cela par plus d'1 million d'onces et tout à coup, on parle de grosses sommes d'argent. Donc cela se poursuit et il semble qu'il y ait eu une manipulation directe du marché aux États-Unis pour tenter de freiner ce phénomène. Maintenant, dans ce contexte, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, continue de parler de la Chine en des termes méprisants, disant que nous allons les maîtriser, que nous allons leur montrer quoi faire. Pendant ce temps, les chiffres réels pour 2025 montrent que la Chine a simplement réorienté son économie en se disant « Très bien, nous n'allons plus traîner avec les États-Unis. » Voyez les choses sous cet angle. Tu sors avec cette femme depuis longtemps et tu te dis, tu sais, qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse vivre sans toi. Puis tu commences à lui imposer des exigences, à essayer de la contrôler, voire à la punir. Et tout à coup, elle sort, tu sais, avec Elon Musk ou quelque chose comme ça. Eh bien, elle n'est plus avec toi. C'est ce qui se passe avec la Chine. L'économie chinoise a en fait connu une croissance malgré une baisse de 14 à 15% du commerce avec les États-Unis. Ce que fait la Chine, c'est diversifier son économie avec la Russie et maintenant l'Iran, qui fait partie des BRICS, ainsi qu'avec les autres pays des BRICS. Ils ne sont plus disposés à être pris en otage par le dollar américain. Et cette économie alternative, elle est en train de croître. Et cela croît rapidement. Et c'est l'un des aspects que les États-Unis essaient de contrôler. Je pense que c'est un autre facteur qui freine une attaque américaine contre l'Iran. Parce que s'ils attaquent l'Iran, on a déjà vu le prix du Brent passer de 60 à 70 $. S'ils attaquent, le prix du pétrole va encore augmenter. Le prix de l'or remontera, celui de l'argent aussi. Autrement dit, cela va provoquer une perturbation majeure sur les marchés internationaux. Et comme l'a justement fait remarquer le professeur Marandi, Trump n'obtient pas vraiment de bons résultats ici aux États-Unis. Il y a eu récemment une élection partielle au Texas pour remplacer un membre de la Chambre des représentants, un siège détenu depuis longtemps par les républicains. Regardez les démocrates. Maintenant, les républicains ont, disons, une voix d'avance à la Chambre des représentants et ils continuent avec tout ce discours optimiste sur la bonne santé de l'économie. L'économie ne va pas si bien. Oui, le marché boursier se porte bien. Si vous avez investi en actions, vous avez gagné un peu d'argent. Mais l'inflation, le prix que les gens payent pour le steak haché, les œufs, le pain, tout cela augmente. Oui, le pétrole, le prix de l'essence a baissé. Mais la principale préoccupation des Américains, c'est l'économie. Et Trump n'a pas été capable d'expliquer en quoi attaquer l'Iran allait améliorer le revenu de tout le monde aux États-Unis. Donc, tout ce chaos économique qui plane là-dehors est un autre, je dirais heureusement, effet d'atténuation. Parce que les autres pays du Golfe, sur lesquels Trump compte pour investir des billions aux États-Unis, je pense qu'ils viennent le voir en disant « Si tu fais ça, tu ne pourras plus compter sur notre argent. »
Donc c'est une période très dangereuse. Et l'autre aspect qui joue en faveur de l'Iran, c'est le soutien de la Russie et de la Chine. C'est quelque chose que, en partie, l'Iran était responsable, en juin, je dirais, parce qu'il avait rejeté certaines offres d'aide de la Russie et de la Chine. C'était plutôt du genre « non merci, je préfère m'en occuper moi-même ». Et ensuite, ils ont compris, d'accord, ils ont appris qu'on s'en sort mieux avec un peu d'aide de ses amis, n'est-ce pas? I get by with a little help from my friends, okay?